La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. C'est un peu les chaises musicales. Bonjour Steve. Absolument. Merci voilà. d'être avec nous, d'avoir trouvé votre siège. Vous êtes Alexis, le directeur de la rédaction d'Actu. Est-ce qu'on peut dire un mot déjà sur la une de l'hebdo ? Oui, on va titrer sur Israël et sur les interrogations stratégiques grandissantes d'une partie de la population. Un gros plan aujourd'hui sur la politique en France et la situation du Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, avec des sondages toujours très favorables, et ce malgré une impasse, une incertitude que vous considérez quasiment comme stratégique, Alexis. Oui, alors c'est vrai que dans l'hypothèse d'une dissolution qui n'aura pas lieu, Emmanuel Macron ne souhaite pas rééditer l'exploit de l'année dernière, je ne pense pas tout de suite, ils auraient de bons scores, voire de très bons scores, rééditant la performance, on peut le dire, aux alentours de 30-32% de l'année dernière. Pour autant, rien n'est réglé. C'est le paradoxe. Vous voyez, il y a une sorte de chiasme, d'inversion entre la popularité et les doutes, et voire même les affres de la perplexité. Pourquoi ? C'est très simple. Il suffit de lire le grand entretien donné par l'ex-présidente et ex-députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, au JDD ce week-end. Elle napalme tout le gouvernement, et en particulier, avec un acharnement tout particulier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a été élu, on le sait, triomphalement, avec le score de 74,30% devant Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, et qui est aujourd'hui un homme fort dans le gouvernement. Elle le napalme, alors avec des arguments qu'on peut énumérer, mais qui témoignent surtout, je crois, sur le plan psychologique, d'une extrême nervosité, d'une très grande fébrilité face au positionnement actuel de Bruno Retailleau. Alors, elle reproche notamment, mais ça c'est récurrent, Jordan Bardella l'avait décliné à de nombreuses reprises, au ministre de l'Intérieur, et plus largement à ceux qui l'entourent, à Gérald Darmanin, d'être des ministres du verbe, des ministres des mots, dont les actions ne seraient pas suivies des faits. La réalité est évidemment beaucoup plus contrastée. Si on parle justement de cette volonté manifeste de marquer des actes forts, de desserrer l'étau de l'impossibilisme, là j'emploie les mots mêmes du ministre de l'Intérieur, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des résultats. 24% en moins de régularisation depuis que Retailleau est à Beauvau. 14% en moins de naturalisation. 24% en plus d'éloignement forcé. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Pas pour faire la publicité du locataire de la place Beauvau, mais pour expliquer qu'effectivement, nous avons là un ministre de l'Intérieur qui n'est pas simplement, comme le disent bêtement les commentateurs, servi par le fait d'être le premier flic de France et de marcher dans les pas de Clémenceau. Non, c'est parce qu'il fait des choses. Et donc, comme il fait des choses, il empiète, il mord métapolitiquement sur le terrain favori du Rassemblement national depuis plusieurs années, qui est de faire la leçon aux gouvernements successifs en matière de régalien. Là, Alexis, nous nous retrouvons, je finis juste ma phrase, avec un homme qui incarne, par ailleurs, on en dira un mot dans un instant, qui incarne quelque chose de maîtrisé dans la forme, dans le discours, qui mord métapolitiquement sur l'espace symbolique que le RN pensait s'approprier, dans une sorte de monopole. Et je crois qu'effectivement, on peut dire, comme Alain Finkielkraut l'a très bien analysé au micro de Benjamin Duhamel ce week-end sur BFM TV, que Marine Le Pen commence à avoir très peur. Marine Le Pen a peur des résultats de Bruno Retailleau. Est-ce que ça rappelle un peu, Alexis, le duel à distance opposant entre 2005 et 2007, Nicolas Sarkozy à Jean-Marie Le Pen ? Alors, vous savez, je suis en train de devenir, par passion pour ces figures politiques, modestement, un petit retaillologue de la place de Paris. Il y a des points communs avec Nicolas Sarkozy, et vous y faites allusion, c'est notamment ce positionnement sécuritaire et civilisationnel qui a contribué considérablement, historiquement, vous vous en souvenez, à contenir derrière une sorte de plafond de verre le Front National d'alors. À l'évidence, il y a quelque chose de commun entre Nicolas Sarkozy 2006 et Bruno Retailleau 2025 et probablement aussi 2026. Maintenant, il y a des différences. On va les évoquer. Le style de Nicolas Sarkozy était beaucoup plus, et je le dis sans aucune animosité à son égard, était beaucoup plus bling-bling. Vous voyez, c'était quelqu'un qui avait un parler naturellement un petit peu relâché, qui n'a pas hésité d'ailleurs parfois à sortir un petit peu du cadre, j'allais dire, de la décence commune en matière d'expression, de maintien de soi, etc.
Et par ailleurs, c'était quelqu'un qui incarnait une forme d'hypermodernité. Bruno Retailleau, et j'allais dire à l'extrême inverse. C'est plus conservateur peut-être. Oui, puis surtout, si vous voulez, je suis vraiment frappé par cela. Son verbe est tenu, son verbe est précis. Voyez, il ne se laisse jamais aller à des outrances ou à des surenchères verbales, même quand il emploie des mots que certains lui contestent, comme les mots de sauvage ou de barbare. Et il y a un deuxième élément, et là nous revenons au Rassemblement national, qui le distingue probablement de ce qu'était Nicolas Sarkozy, avec toutes les qualités qui sont les siennes, mais qui est quand même un personnage agité naturellement. Vous voyez, c'est pas la sérénité incarnée. Nous avons un moment de la vie publique, et je pense que Marine Le Pen a des capteurs pour le percevoir, elle est intelligente, où le rajeunissement à tout prix, une forme de macronisation à outrance, aujourd'hui... T'incarnes un peu Jordan Bardella. Alors justement, c'est ce que je vais vous dire. Ne fait plus recette. Pourquoi ? Car les Français, pour diverses raisons, notamment liées aux régaliens, aux flux migratoires, à l'insécurité, ils sont en quête de figures de réassurance, blanchies sous le harnais, vous savez, qui ont de l'expérience. Autrement dit, quel est le profil type de quelqu'un qui peut incarner un rêve français pour 2027 ? C'est plutôt un homme, ou une femme naturellement, qui aura la soixantaine, vous voyez, qui aura accumulé... En même temps, Attendez, laissez-moi finir. Qui aura accumulé des expériences acétones, et vous allez tout comprendre. Comme Marine Le Pen anticipe le fait que, probablement inique, mais c'est comme ça, sa condamnation sera probablement validée et confirmée, ce sera Jordan, comme elle dit, qui la remplacera. Or, Jordan Bardella a beaucoup de qualités, on ne va pas lui nier, mais il a un défaut au regard de cette évolution sociologique profonde, c'est sa jeunesse. Et ça, pardon, je Alexis, crois... c'est pas ce que disent les sondages. Oui. Je cite le sondage de l'Institut Lab réalisé pour BFM. Je me doutais que vous allez me dire ça. J'avais prévu dimanche, c'est prévu, tant mieux. Le week-end dernier, en cas de dissolution, de nouvelles dissolutions, le RN sera, je le disais, largement en tête, entre 32,5 et 33%. Oui. Avec Bardella comme incarnation, il n'y a pas de rejet, a priori, de la jeunesse par l'opinion publique. Mais c'est pas incompatible avec ce que je dis. Là, vous parlez des législatives. Confier les clés du magasin Matignon à Bardella n'est pas une option que les Français rejettent massivement. En revanche, si vous vous placez dans l'optique de mon raisonnement, mais qui correspond à tout ce que les études sociologiques montrent depuis 1 an ou 2, pour la fonction présidentielle, pour la magistrature suprême, il y a la volonté des Français de trouver des figures d'expérience. Vous voyez, alors des figures d'expérience, c'est rarement des trentenaires, c'est souvent des cinquantenaires, des soixantenaires, etc. Et donc, à cette aune, nous avons une difficulté particulière du Rassemblement national qui anticipe cette donne. Et je crois que ceci, sur fond de retaillomania et de réussite objective, d'ailleurs du ministre de l'Intérieur sur un certain nombre de terrains, ceci explique l'extrême angoisse manifestée par l'ex-présidente du Rassemblement national qui sait qu'il y a un paradoxe. Beaucoup de Français veulent les idées du RN, mais ne voudront peut-être pas l'incarnation que celui-ci devra proposer par la force des choses au présidentiel de 2027. Et donc, évidemment, c'est la droite républicaine qui, comme vous le disiez si justement, peut rééditer jusqu'à un certain point l'exploit de triangulation qui avait été réalisé en 2006-2007. Alexis, je reviens sur ces bons sondages. Est-ce qu'ils expliquent, selon vous, pourquoi le RN pousse publiquement de plus en plus en faveur d'une nouvelle dissolution, à l'instar du député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy? Vous avez raison. Quand on sait qu'il y a des échéances indispensables, mais que, in fine, on risque de ne pas tenir la corde, on a intérêt à donner un nouveau coup de pied dans la fourmilière. Voyez, car ce que vous m'avez objecté est effectivement juste. S'il y avait une dissolution et donc des élections législatives, vous auriez un RN qui serait en position de force dans beaucoup de circonscriptions françaises. Je rappelle qu'il y en a 577, d'hommes et tomes compris. Donc effectivement, vous avez raison, leur intérêt objectif à eux, ce serait une dissolution. Mais vous voyez, pardonnez-moi, je connais quand même un peu François Bayrou et Emmanuel Macron aussi, je me projette dans leur cerveau. Vous savez, le bon commentateur, c'est celui qui essaye de se mettre à la place de l'autre. Alors je ne le fais pas toujours, mais là je le fais. Ils n'ont aucun intérêt à aller vers une dissolution. Pourquoi ? Car en dépit des différences affichées de sensibilité entre les ministres, en dépit du fait qu'il semble y avoir une ligne Borne et aussi une ligne Retailleau-Darmanin, en réalité, cet attelage fonctionne. Et donc l'intérêt objectif d'Emmanuel Macron et de François Bayrou unis sur ce point, c'est de ne surtout pas aller à nouveau
aux urnes. Et je crois que les spéculations de certains sur le fait que Emmanuel Macron pourrait, tel Néron, vouloir à nouveau brûler la baraque, ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils perçoivent, eux, comme étant leur intérêt objectif. Alexis, pour terminer avec Emmanuel Macron, à en croire en tout cas nos confrères du Parisien, le président de la République serait de plus en plus agacé par le gouvernement de François Bayrou, et notamment sur la question de la suspension de MaPrimeRénov', dont on apprenait tout à l'heure le retour d'ici au 15 septembre. Ça tangue malgré tout au sein de cette... Alors, vous savez, ça a toujours tangué dans la ensemble politique. Ça a toujours tangué dans la 5e. Souvenez-vous des commentaires vachards de Nicolas Sarkozy contre François Fillon. Souvenez-vous des... Mitterrand-Rocard. Oui, ou Giscard Chirac. Ou des pics. Ils étaient amis, mais il y avait quand même des pics de François Hollande à l'endroit de Manuel Valls, quand Manuel Valls était trop brillant, etc. Ça a toujours existé. Alors, a fortiori, vous avez raison, le sadisme consommé de François Mitterrand à l'endroit de Michel Rocard, etc. Tout ça est absolument évident. Là, nous sommes dans une situation particulière. Et Bruno Retailleau le rappelait ce matin sur France 2, il a raison, il n'y a pas de majorité. Donc, en réalité, le rôle du Premier ministre, François Bayrou, qui a beaucoup de qualités. Moi, je le connais depuis fort longtemps. C'est un homme très talentueux, très cultivé, très réfléchi. Il a beaucoup de qualités. Et c'est lui qui est au centre du dispositif. Pourquoi ? Car grâce à ses arbitrages, je ne vous dis pas qu'ils sont toujours heureux, mais il fait tenir sa majorité relative. Et jusqu'à maintenant, j'observe qu'il y est parvenu. Mais quelle est la conséquence ? Si on se place dans les luttes d'ego. Et pour terminer, Alexis. Si on se place dans les luttes d'ego, c'est que le président peut faire beaucoup de choses, peut tenir beaucoup de discours, peut prendre des initiatives à l'international, on en parle souvent. Notamment sur Gaza. Oui, sur l'Ukraine. Mais il n'en reste pas moins que le maître des horloges domestiques, un peu comme, si vous voulez, ces mères toutes puissantes dans certaines civilisations, vous voyez, le maître des horloges domestiques demeure le Premier ministre. C'est lui qui a la gestion des affaires courantes. Et je crois qu'Emmanuel Macron, étant donné son tempérament, commence à assez mal supporter cet état de fait qui est malgré tout son intérêt. C'est le paradoxe. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu Vie à retrouver en kiosque dès jeudi. Bon après-midi à vous. À vous aussi.